C'est vrai que l'affaire Weinstein a eu un gros impact au niveau mondial, mais à la Silicon Valley, c'est vrai que c'est un débat qu'on entend déjà depuis plusieurs mois, en fait, et même depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que ce n'était pas forcément choquant pour nous. Enfin, c'est parce que là, il y a eu toute une série d'événements depuis le début de l'année qui a commencé justement avec cet ingénieur Susan Fowler, qui était ingénieur chez Uber. Et qui a porté plainte pour harcèlement sexuel d'un de ses supérieurs, qui n'a pas été écouté par les ressources humaines, et donc qui a quitté et qui a écrit un blog qui a fait un phénomène médiatique où tous les médias ont repris le contenu. Et c'est là où a commencé aussi un peu la chute d'Uber, quelque part. Mais après, je pense qu'elle a inspiré beaucoup de femmes à justement aussi parler de ce qui se passait finalement, quelque chose qui se passe, qui est très commun à la Silicon Valley, parce que c'est justement, c'est un peu ce boys club d'hommes, voilà, qui sont tous à la tête de ces firmes de venture capital, mais donc voilà, qui s'engagent un peu entre eux. Il y a un peu cette fratrie d'engager les copains, les partenaires, et surtout aussi au niveau des entrepreneurs, on voit ça, des ingénieurs, c'est un domaine extrêmement masculin. Et donc c'est vrai que pour la femme, c'est pas toujours évident de naviguer. Donc c'est bien qu'il y ait des femmes qui finalement commencent à prendre position par rapport à ça et dire « Ok, stop, c'est pas ok de se faire traiter de cette manière ». Et je pense que la première femme qui a vraiment lancé ce mouvement, c'est Ellen Pao, il y a quelques années, qui était donc partenaire à la firme de venture capital Kleiner Perkins, Scofield et Byers, et qui a en fait porté plainte contre la firme, qui s'est attaquée à eux seule pour justement discrimination, parce qu'elle justement elle n'a pas été promue. Elle dit qu'elle n'a pas été promue parce qu'elle était femme. Alors elle a malheureusement perdu, mais elle a vraiment elle a lancé le Power Effect. Et donc, alors elle a malheureusement perdu, mais voilà, aujourd'hui, elle a vraiment pris position comme un peu une femme leader qui défend le droit des femmes à la Silicon Valley, qui défend les minorités. Et donc maintenant, elle a rejoint une autre firme de venture capital qui s'appelle Capor Capital, et qui, eux, vraiment se concentrent sur toujours qu'il y ait voilà, une femme cofondatrice dans la start-up, une personne noire, une personne mexicaine, enfin voilà, qui est toujours des minorités, et que ces voix soient vraiment entendues. Parce que finalement, c'est la diversité qui crée l'innovation. Donc je veux dire, c'est aussi dramatique au niveau des jeunes femmes entrepreneurs qui sont un peu naïves, qui sont à leur début, qui sortent de l'université, qui veulent lever des fonds pour leur start-up, qui peuvent très facilement se faire intimider par une pièce remplie d'hommes qui sont là, qui ne la prennent pas forcément au sérieux. Et donc, et qui peuvent aussi profiter de cette naïveté, parce que quelque part, ils savent qu'elle a besoin d'argent pour monter sa start-up. Et donc, il y a eu des cas de VCs, notamment Justin Kalbeck, il y a quelques mois. C'était une grosse affaire à la Silicon Valley, bien avant Weinstein, qui s'est fait justement traiter de harcèlement sexuel par beaucoup de femmes entrepreneurs. Et donc, c'était vraiment un effet domino, où après, il y a de plus en plus de femmes. Il y a un grand article qui est sorti dans le New York Times cet été, et qui a un peu ousté comme ça des hommes assez connus, dont Dave McClure, qui est le cofondateur de 500 Startups, qui est un des plus gros accélérateurs et incubateurs à la Silicon Valley. Et c'est vraiment aussi au travers des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Medium, les blogs, enfin, que finalement c'est la seule manière de provoquer de provoquer un changement. Alors je pense que les femmes ont plus à prouver, donc c'est-à-dire qu'elles redoubleront d'efforts. Elles redoubleront de force, et elles essaieront justement de présenter un côté très business, c'est-à-dire sans trop partir dans les détails, les chichis. Elles essayent vraiment de se focuser sur les chiffres, quel genre de retour ça aura sur l'investissement, quel genre de secteur elles adressent avec le market size, enfin la taille du marché. Donc je pense que, mais c'est vrai que j'ai parlé à quelques femmes entrepreneurs qui m'ont dit, voilà, moi je vais parfois à des meetings, des rendez-vous avec des venture capitalistes, j'ai un uniforme, c'est-à-dire que je suis habillée tout en noir, je n'ai pas de talons, je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de maquillage, je prends mon cofondateur masculin, et puis on se dit, c'est quand même triste que ce soit arrivé à là où il faut un uniforme, avoir un garde du corps pour aller pitcher à des VCs pour lever des fonds.
Mais voilà, parce qu'on entend vraiment ces histoires de visites qui disent, écoutez, je suis débordée, est-ce qu'on se retrouverait ce soir pour boire un verre? Et c'est là, en fait, où ça dérape très rapidement. Et c'est très difficile pour une femme qui veut avancer dans sa carrière, qui ne sait pas forcément que ce n'est pas le bon comportement. Et c'est pour ça que je trouve très important qu'il y ait des réseaux, que ce soit à la Silicon Valley ou ailleurs. Je veux dire, par exemple, si une jeune entrepreneur suisse veut aller s'installer à la Silicon Valley, je trouverais ça très bien qu'elle rejoigne, par exemple, un Swiss Snacks qui a des contacts, qui sait qui contacter, parce qu'il y a le Y Combinator, qui est cet accélérateur très reconnu. Eux, ils ont une blacklist, c'est-à-dire une blacklist d'investisseurs qui ont été connus pour avoir des comportements inadéquats, d'un passé d'harcèlement sexuel. Donc, je pense que c'est pas mal si on arrive comme jeune femme à la Silicon Valley d'essayer de se rattacher un peu à des réseaux, que ce soit des réseaux de femmes ou des réseaux d'entrepreneurs, de fondateurs. Je pense que ça, c'est très important. Maintenant, on bascule un peu de l'autre côté où il y a presque une censure, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, très attention à ce qu'on fait. C'est un petit peu dommage que le discours soit un petit peu shut down maintenant, et c'est-à-dire que si on froisse quelqu'un ou on phrase quelque chose, et c'est vrai que par exemple cet ingénieur de Google, voilà, quelque part, il partageait son opinion. Je veux dire, c'est quand même un droit fondamental aux États-Unis, c'est freedom of speech. Donc, il se basait en plus sur des faits scientifiques, biologiques, qu'il avait tort ou raison, on ne sait pas. Mais en tout cas, il partageait une opinion. Et qu'après, Google, quelque part, était obligé de le licencier par rapport à la figure publique qu'il renvoyait en disant, voilà, on a puni quelqu'un qui ose s'exprimer sur ce sujet. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage que ça va pas dans ce sens-là. Et les réseaux sociaux sont extrêmement, ont énormément de pouvoir à ce niveau-là, parce que voilà, on peut ouster quelqu'un sur les réseaux sociaux, les médias sont obligés de répondre, les entreprises sont obligées de répondre. Enfin, c'est aussi ce qu'on voit avec Uber, avec Travis Kalanick qui quand même a été renvoyé. C'est quand même un des hommes les plus puissants de la Silicon Valley, donc voilà. Quelque part, on voit ces chutes quand même de ces géants de la tech. Avec cette série d'événements, en fait. Ouais.